Il y a toujours un rapport à l'humilité qui est pas tout à fait clair. Très souvent, les gens ont le sentiment que se mettre en avant, c'est être prétentieux. Ouais. Or, c'est pas ça. Se mettre en avant, c'est pas se mettre au-dessus des autres. C'est juste se montrer tel qu'on est. L'estime de soi, quand elle est déséquilibrée, on bascule en permanence d'un côté à l'autre. Vous êtes nombreux à nous l'avoir réclamé, à nous avoir demandé le retour de Frédéric Balazinski. Et bien voilà justement un nouvel entretien exclusif. Aujourd'hui, nous parlons du personal branding. L'épisode aborde entre autres l'importance de se montrer sans se trahir et de mettre un visage sur son projet pour créer la confiance. Un nouvel épisode fait pour tous ceux qui font de leur vie un apprentissage continu, avec l'ADN du Renard du Tibet, c'est-à-dire observer, comprendre, s'adapter et avancer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Renard du Tibet avec le retour de notre cher Frédéric Balazinski. Ravi d'être là. Ça fait plaisir de te retrouver. Merci. Et la jeunesse, l'élégance et la compétence avec Nora, Tout ça. Merci beaucoup déjà pour les compliments et bonjour à tous. qui est aussi une TikTokeuse, on va en parler tout à l'heure. Avec plaisir. Parce que le premier sujet de notre jour, c'est donc le personal branding. Au départ, c'est un sujet qui m'intéresse pas plus que ça, on va dire. Sauf que dernièrement, une photographe est venue ici pour louer le studio, puisqu'on propose un studio à la location, un studio photo. Et elle m'a dit, c'est bien ce que vous faites, mais par contre, Olivier, là, je te découvre, je ne t'avais pas vu avant sur Instagram, sur LinkedIn et tout ça. Et c'est dommage que tu ne te mettes pas plus en avant et que tu montres pas davantage ce que tu fais. Donc ça m'a pas mal fait réfléchir et je me suis dit, en fait, elle a complètement raison. Parce qu'il a vraiment un intérêt à se montrer, à incarner son entreprise. Mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Et justement, c'est un sujet que l'on va aborder aujourd'hui avec Frédéric, qui, j'espère, pour vous, va débloquer un petit peu vos freins que vous pourriez avoir par rapport à ce sujet. L'idée, c'est qu'à la fin de ce podcast, vous vous posiez vraiment la question, et très concrètement, cette question: est-ce que finalement, je vais moi aussi me montrer, travailler un petit peu mon image. Je voulais revenir un petit peu sur finalement ce qu'est le personal branding et d'où c'est né. Alors, parce que finalement, c'est pas si jeune que ça, hein, on disait, hein, c'est même assez ancien. Et s'il y a bien un roi qui a vraiment travaillé son personal branding, c'est Louis XIV. Louis XIV, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, mais je vais faire très rapidement, mais c'est pour qu'on ait le contexte. C'est un jeune roi qui a été traumatisé par la fronde des nobles. Il a vraiment été traumatisé par cette époque très trouble de la régence de Anne d'Autriche. Et donc, quand il a réfléchi son pouvoir, il s'est dit, je ne peux pas me vendre que par ce que je fais. Parce que tous les rois ont beaucoup fait, des guerres, etc. Et ça n'a pas suffi pour qu'il y ait des conflits. Et donc, son idée, qui était très novatrice à l'époque, c'était de travailler plus son image plutôt que ce qu'il fait. Et le château de Versailles n'est que finalement un écrin, n'est qu'une, si vous voulez, un décor autour du personnage royal qui s'est comparé au soleil. C'est pour ça qu'on disait le roi soleil. Et alors, pourquoi le soleil ? C'est parce que c'est l'astre chaud qui rayonne sur la galaxie et autour duquel tout le monde gravite. Donc, toutes les planètes gravitent autour de l'étoile, autour du soleil. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est représenté. Et donc, il a construit le château de Versailles, qui au départ n'était qu'un domaine de chasse de son père Louis XIII. Et donc, il a construit le château de Versailles avec beaucoup d'imagerie du soleil, des dorures, de la majesté, etc. Donc ça, c'est le château en lui-même qui était vraiment cet écrin. Et lui-même se représentait beaucoup en danseur avec de grands costumes où il se déguisait un petit peu en Jupiter et tout ça. Et mine de rien, ça lui a beaucoup servi parce qu'il a réussi à museler vraiment la noblesse, alors qu'avant, les rois avaient toujours des problèmes avec la noblesse. Eh bien, avec la cour, la noblesse s'est en quelque sorte désarmée. Beaucoup de nobles allaient à la cour de Versailles pour briller en présence du roi Louis XIV. Et on en parlera tout à l'heure lorsqu'on va aborder sûrement le sujet des stars et de l'impact, de l'influence qu'ont les stars sur les autres. Eh bien, Louis XIV, ça a été ce roi qui s'est starifié de façon à ce que finalement, autour de lui, il n'y ait plus que des sujets et non des concurrents ou des princes ambitieux qui auraient pu prendre sa place. C'était une solution vraiment très efficace que de manipuler son monde autour de lui pour construire sa légende. Et justement, ça m'amène à réfléchir à cette question parce que ici, on parlait d'un personnage qui vraiment a beaucoup travaillé et puis qui était dans la surenchère vraiment de l'image. C'était vraiment très exagéré. Mais
Pour ceux qui nous écoutent, pour tout un chacun, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas finalement ce que nous montrons? Et quelle est la relation entre le moi intérieur et caché et le moi que l'on montre? Mais chacun a des enjeux émotionnels différents en fonction du contexte, en fonction de la personne qui est en face de lui, en fonction de son niveau d'estime de soi, de confiance en soi. Et du coup, émotionnellement, on va avoir tendance à s'adapter justement pour éviter le rejet, éviter la critique. C'est un peu toujours les mêmes sujets qui sont de fond, sans forcément en avoir conscience. Mais évidemment, du fait qu'il y ait des enjeux, soit stratégiques, soit émotionnels, connus ou pas connus, forcément, on va s'adapter. Et puis, c'est un peu dans la nature humaine de s'adapter à l'autre, parce que l'objectif, c'est de survivre ou de prendre sa place. Donc, on est en permanence en adaptation, soit pour plaire à l'autre, soit pour obtenir quelque chose, et du coup, en plaisant à l'autre. Donc, en permanence, on porte un masque. On peut dire que l'idée de notre vie, c'est justement d'enlever ces masques et d'être de plus en plus à l'aise avec la critique, et de plus en plus authentique. Mais ça, c'est un long chemin. Donc voilà, souvent, on est en adaptation. Depuis l'enfance jusqu'à toute notre vie, en fait. Bah oui, ce dont on parlait justement lors de ce premier podcast, on disait que finalement, dès que l'on est, on est déjà sous le regard de nos parents, qu'on cherche à satisfaire. Et quelque part, finalement, ça a forcément énormément d'influence et qu'on est toute notre vie porté par les autres et influencé par les autres. On se construit par rapport au regard qu'ont les autres sur nous. Et ce qu'on disait aussi, c'est que au travers du fait de se construire un peu dans le regard des autres, plus ou moins selon les personnes, bien souvent on ne se connaît pas. Et du coup, parfois, juste, on a l'impression d'être soi-même, mais dans le fond, on ne sait pas vraiment quelles sont nos vraies motivations, qui on est vraiment. C'est un chemin aussi, là aussi, de découvrir ça. Ok, très bien. Et donc, en guise d'introduction de ce sujet, parce que l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous convaincre qu'il y a un intérêt à se montrer, à s'exposer, et que la discrétion ne paye pas, surtout pour les entrepreneurs. Il est très difficile de réussir un business, notamment lorsqu'on s'adresse au grand public, sans soi-même se mettre en avant. Mais au-delà de ça, au-delà des clients, c'est aussi vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des partenaires, etc. Ne pas se montrer et vouloir toujours rester caché, c'est en général pas... on n'est pas récompensé de ça. Et la question que, cette fois-ci, je poserai un petit peu plus à notre TikTokeuse préférée, Nora. La question c'est qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à s'exposer? Et toi, de ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu as gagné à te montrer sur TikTok et qu'est-ce que tu as perdu? Alors, j'ai pas une notoriété immense pour dire ce que j'ai vraiment perdu. Parce que j'ai pas encore le fait d'être reconnue dans la rue, enfin ça m'est déjà arrivé dans des... C'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. On a déjà des clients ici qui viennent ici pour te rencontrer. Non, pas pour me rencontrer, mais qui me disent une fois qu'on est dans le studio, je te connais, je te suis sur TikTok, etc. Oui. Ce que j'ai perdu, on va dire, c'est que au début je faisais les TikTok vraiment que j'aimais, et au final je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'en fais, je m'adapte un petit peu à ce qui se fait sur cette plateforme. Ah oui. Donc peut-être pas de la personnalité non plus, parce que j'ai toujours ma personnalité, mais peut-être ce côté différent, qui diverge. Authentique. Ouais, voilà. Tu dirais que tu perds un petit peu d'authenticité on va dire que, par exemple, il y a des musiques que je n'aurais jamais clippées, entre guillemets, si elles n'étaient pas sur cette plateforme. D'accord. Mais vu qu'elles fonctionnent sur la plateforme, je vais me dire, si je la fais, ça m'apporte quelque chose. Donc c'est peut-être le petit truc que j'ai perdu. J'ai gagné peut-être un peu en confiance en moi, parce qu'il y a quand même beaucoup de compliments, de choses comme ça. Mais à contrario, comme disait Solène dans le 3e épisode du Renard, il y a beaucoup de critiques aussi. J'ai des vidéos où il y a eu beaucoup de critiques. Où c'était des musiques un petit peu de rap, on va dire, de cité, je sais pas comment on peut dire ça, mais un petit peu, voilà, très grossier, etc. Et on va dire que le fait que j'étais une blanche, ça ne convenait pas, quoi. D'accord, ok. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça, parce que... Alors là, on s'éloigne un petit peu du personal branding, encore que... Mais quelquefois, lorsqu'on est trop réseaux sociaux, lorsqu'on communique trop sur les réseaux sociaux, eh bien, finalement, on peut perdre un petit peu de son authenticité, de ses goûts qu'on avait originellement. Je prends l'exemple d'un photographe que j'aime beaucoup. Je pourrais même le mettre en exposition ici. Il fait du super bon travail, mais en fait, il ne fait que ses photos
en format vertical parce que c'est le format des réseaux sociaux. Ouais, okay. Et finalement, quelque part, c'est un peu dommage que je pense que ça le limite un petit peu dans sa créativité parce qu'il tiendra toujours son appareil photo à l'horizontale pour se conforter aux réseaux sociaux. Et c'est un petit peu ce que tu dis. Tu dis, bah voilà, le réseau social m'amène à parler de ça et de ça et de ça. Du coup, bah, je le fais, mais peut-être qu'on perd un petit peu de spontanéité. Ouais. Ça va dépendre de l'objectif, en fait. Si l'objectif, c'est d'avoir plus de monde et de capter des personnes, effectivement, dans ces cas-là, stratégiquement, on peut s'adapter à la cible. Mais pour autant, on peut ne pas perdre d'authenticité par ailleurs. Tout dépend de l'objectif, en fait. Si, par contre, l'objectif, c'est de faire quelque chose qui te corresponde, là, s'adapter aux autres, c'est plus authentique, en fait. C'est pour ça que je suis toujours dans la balance de me dire, est-ce que je veux augmenter ma communauté ou est-ce que je veux rester avec mes 70 000 abonnés et me dire, c'est bon, ça me satisfait, de toute façon, j'aime bien ce que je fais, 100 000 ou 200 000, ça change rien. Donc c'est toujours le pour et le contre. Est-ce que je veux augmenter ou est-ce que je veux faire ce que je veux finalement ? Et la question qui peut être posée, c'est est-ce que je veux augmenter à tout prix, c'est-à-dire quitte à avoir des personnes qui ne me correspondent pas ou qui ne sont pas tout à fait identiques à moi, ou est-ce que je veux augmenter en ayant une population, comment on appelle ça, une communauté, ouais. Communauté. Tu vois, j'ai 54 ans, j'y suis pas encore. Une communauté qui soit vraiment en concordance avec qui je suis. Ouais. Et dans ces cas-là, en étant authentique, potentiellement, il y aura encore des gens qui viendront, mais peut-être un peu plus, de façon un peu plus lente. En fait, tout est dans l'objectif, en fait. Il y a un point qu'on peut aborder ici, c'est la relation entre compétences et exposition de ses compétences. Parce que quelquefois, il y a une décorrélation entre la compétence et ce que l'on montre. C'est-à-dire que je connais, alors sans les citer évidemment, des photographes ou des vidéastes dont le travail n'est pas forcément très qualitatif, mais qui marchent bien parce qu'ils arrivent vraiment à bien se mettre en scène, à bien se présenter face caméra. Et finalement, ça fonctionne pour eux. Alors qu'à l'inverse, je connais d'autres techniciens qui font du super bon travail, mais qui vont être discrets, ils vont être plutôt timides, ils ne vont pas être à l'aise avec leur image. Et forcément, ils seront moins visibles. Et forcément, ça marchera moins pour eux. Et on pourrait parler de ce cas un petit peu que tu dois connaître, de Salt Paye, ça te dit quelque chose ? Non. C'est le cuisinier turc qui fait ça avec du sel au-dessus des plats. Ok, oui. Et pour le coup, lui, je ne suis pas sûr qu'il se présente comme un excellent cuisinier. Non. Mais par contre, sa marque, elle cartonne parce qu'il s'est mis en scène dans un personnage extrêmement clivant, extrêmement marqué, avec des lunettes noires, avec un style très, très prétentieux. Et beaucoup de gens vont dans ces restaurants rien que pour le voir faire ça avec le sel au-dessus des viandes. Et alors c'est intéressant parce que finalement, quelque part, le personal branding, lorsqu'il est vraiment très poussé, peut cacher un manque d'expérience. Mais tout dépend de ce que les gens viennent chercher, en fait. Ouais, si c'est ça. Les gens viennent chercher de la qualité, des compétences, ils vont pas s'arrêter, normalement, ils vont pas s'arrêter à juste l'image. Donc, ils vont chercher autre chose. Ils vont chercher des preuves, des témoignages sur la qualité de la nourriture, par exemple. D'accord. Ceux qui viennent chercher le spectacle, eux, ils seront attirés par ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en tant qu'entrepreneur, de montrer ce sur quoi nous, on porte de l'attention. Mmh. Si je porte de l'attention sur le spectacle, je vais attirer des personnes qui aimeront ce côté spectacle. Spectacle, image, reconnaissance. Si je mets le focus, moi, sur la qualité et que je montre qu'il y a de la qualité dans ce que je fais, je vais attirer une autre population. D'où l'importance de communiquer en entreprise. D'accord. Parce que que ce soit sur un produit ou sur une personne, si on veut capter des personnes qui sont nos clients, les clients avec lesquels on veut travailler, on doit dire ce qu'on va fournir, comment on va le fournir, autant ce qu'on appelle le why que ce vers quoi je veux tendre et comment j'y arrive. D'accord. Donc, finalement, ce que tu dis est assez intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, un vidéaste, je parlais tout à l'heure du cas des vidéastes qui vont être timides et qui ne vont pas oser se mettre en avant, c'est peut-être parce que justement, ils ont cette idée, cette idée que se mettre en avant, c'est se la raconter, c'est faire du spectacle, alors qu'en réalité, on peut faire du personal branding juste pour vendre ce que l'on fait. C'est un petit peu ça, quoi.
Il y a toujours un rapport à l'humilité qui n'est pas tout à fait clair. Très souvent, les gens ont le sentiment que se mettre en avant, c'est être prétentieux. Ouais. Or, c'est pas ça. Se mettre en avant, c'est pas se mettre au-dessus des autres. C'est juste se montrer tel qu'on est. C'est juste dire, tiens, hey, moi, dans mon monde, c'est comme ça que ça se passe. Voilà ce qui m'anime. Et c'est pas tourné vers soi. Alors, ça dépend de la façon dont on le fait. Il y a des personnes qui sont très tournées vers soi et on pourrait dire que c'est un peu prétentieux. Mais si on se montre juste en communiquant sur la valeur qu'on veut apporter à ses clients, bah, là, ça n'a rien de prétentieux. C'est juste se faire connaître. Et dans l'entrepreneuriat, c'est indispensable. Que ce soit pour un produit ou une personne, à un moment, il faut le dire. Sinon, personne ne le saura. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de personnes qui sont excellents et qui ne raisonnent qu'en termes de produits ou qui ne se montrent pas. Mais le client, tant qu'il ne sait pas, il ne va pas venir. Et même s'il sait qu'il y a un très bon produit ou un très bon travail, il va avoir besoin d'être rassuré aussi sur peut-être le type de personne que c'est. Est-ce que la personne a les mêmes valeurs ? C'est pas forcément conscient tout ça, mais il va avoir besoin d'éléments pour s'identifier et être attiré. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut humaniser sa marque. Comme Maëva le fait avec Fais ta potion. Ouais. Elle se montre, elle n'en fait pas des caisses, elle n'a pas un personnage, elle se montre comme elle est. Mais le fait de la voir avec son produit, on sait qui fait le produit, qui l'a vendu, et c'est vrai que ça rassure. C'est vrai que c'est intéressant que tu parles de Maëva parce que Maëva, justement, elle est en pleine... elle se pose plein de questions autour de ça. Parce qu'elle se montre, mais elle n'a pas envie d'être influenceuse parce qu'elle veut que le produit... Elle veut que les gens achètent son produit et non pas son image. Et donc, c'est quelqu'un qui se met en valeur, mais qui est toujours dans la retenue. Elle est toujours à réfléchir. Est-ce que j'en fais pas ? Est-ce que je suis toujours au service de mon produit ou est-ce que je suis en train de me vendre et du coup, là, je vais m'éloigner de mon projet original. C'est bon signe déjà qu'elle ait ce genre de réflexion. Ça veut dire qu'elle porte de l'importance probablement sur la valeur qu'elle veut apporter et sur la qualité du produit. Et ça, ce sera son autorégulation interne qui fera qu'il y a de fortes chances qu'elle s'ajuste régulièrement. Et quitte à, de temps en temps, avoir le sentiment de s'être un peu trop montré. Et puis, après, en fait, nos valeurs, elles nous guident en permanence. Ouais. Donc, on s'autorégule tout seul. Mais ça doit être facile, finalement, lorsqu'on rencontre un certain succès, que d'abandonner nos belles idées de départ. Parce que, finalement, quand on se rend compte que ça fonctionne, de se montrer, et au détriment, quelquefois, de son projet de base, finalement, c'est tentant, peut-être, de se... Alors, ça dépend ce que ça vient nourrir. Ouais. Si ça vient nourrir un déficit d'estime de soi, l'estime de soi, quand elle est déséquilibrée, on bascule en permanence d'un côté à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se sent moins que l'autre, et il y a des moments où on se dit, non, on regarde l'autre, on dit, moi, je suis pas comme ça. Lui, il fait ci, elle fait ça, mais moi, jamais. Ouais. Ce qui est assez étonnant, parce qu'en général, quand on parle d'estime de soi, on a le sentiment qu'on n'est que inférieur. C'est pas vrai. On est les deux. Soit on se sent au-dessus, soit on se sent en dessous. Donc, si la personne, elle cherche à nourrir son estime de soi par les followers, la reconnaissance, tout ça, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Là, elle pourra avoir tendance à en vouloir toujours plus et se complaire là-dedans, au détriment de la qualité. Si par contre, la personne, elle est à l'aise avec elle-même et le regard de l'autre, et que ce qui lui importe, c'est la qualité, elle va continuer à mettre le focus sur la qualité, puisque c'est dans ses valeurs hautes. Alors, c'est un piège d'autant plus facile qu'il y a quantité de personnes qui recherchent l'attention des stars comme ça. C'est-à-dire que pourquoi c'est aussi facile, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, mais pourquoi c'est aussi facile d'être une starlette ? Parce qu'il y a beaucoup de demandes autour de ça. Et quand on regarde, par exemple là en ce moment c'est le Festival de Cannes, mais quand on regarde les footballeurs et tout ça, c'est impressionnant l'attractivité qu'il y a autour d'eux. Et je citais cet exemple d'une vidéo de Ronaldo. Il est à la terrasse d'un café avec un ami. En fait, c'est une caméra cachée. Enfin, c'est une caméra discrète, comme on dit. Et la caméra est juste posée face à la terrasse. Et donc, on voit Ronaldo arriver avec un ami. Ils s'installent. Ils vont pour prendre un café. Et cette vidéo, elle est fascinante. Je vais la mettre en lien. Parce qu'on voit le monde tourner... le monde se transformer autour de Ronaldo. Au départ, il est en train de prendre un café tranquillement. Et puis, il y a
on voit les gens qui le regardent et qui disent mais ça peut pas être lui. Et si c'est lui, et puis ça discute, on le regarde, machin. Et au bout d'un moment, t'en as un qui ose venir et donc lui demander toujours un autographe. Et puis un deuxième, un troisième, et à la fin, il est obligé de partir parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Et donc au bout d'un moment, ça devenait vraiment impossible pour eux de boire leur café, ce qui fait que ils ont dû le quitter précipitamment, limite exfiltré, tellement ça devenait des bêtes de foire. Et ce qui est choquant un petit peu dans cette vidéo, et c'est là que tu vas pouvoir réagir, Frédéric, c'est que les personnes n'essayaient pas d'interagir avec Ronaldo, par exemple le féliciter ou lui dire merci, machin, etc. Tout ce qu'ils voulaient, c'était choper un bout de leur notoriété en prenant une photo avec lui. Et on voit des individus qui sont là, ouais, Ronaldo, une photo, et puis ils se posent à côté de Ronaldo, ils prennent leur photo avec leur téléphone, et juste après, ils sont sur leur téléphone en train de regarder la photo qu'ils ont prise avec Ronaldo. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'interaction. Ronaldo est vu comme un objet de consommation. On utilise un petit peu de sa notoriété, on utilise son image pour soi, pour se montrer auprès des amis. Et ce qui compte vraiment, c'est juste la photo de moi avec Ronaldo. C'est pas du tout la rencontre. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, il y a sûrement des personnes qui sont inspirées par Ronaldo et qui vont du coup voir la personne, vouloir avoir de l'attention et qui seront intéressées par la personne. Je suppose que ces personnes-là, elles se doutent bien qu'il n'a peut-être pas envie de parler à la planète entière et qu'il est là pour boire un café, donc ils vont peut-être pas oser ensuite aller plus loin. Et puis après, il y a ceux qui viennent et qui trouvent l'opportunité d'obtenir de la reconnaissance auprès des amis, de la famille, de ceci, de cela, en se montrant proche, un peu comme le roi soleil, c'est une histoire de proximité proche du soleil. Ouais. Donc ça dépend de ce que ça nourrit, de ce que ça vient nourrir dans la personne en fait. D'accord. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voilà juste une opportunité de se dire, de se faire valoir en fait. C'est-à-dire que la personne adorée devient un faire-valoir. C'est ça, ouais. Exactement comme Louis XIV, c'était stratégique en fait. Le fait de faire venir toute la cour là, ça crée des privilèges. Ceux qui sont proches sont des privilégiés. C'est un statut. À partir du moment où on met quelqu'un sur un statut, il n'a pas envie d'en descendre. Hein. Ouais. Donc il va tout faire pour ne pas fâcher la personne qui peut l'en faire descendre. D'accord. Ouais. Donc c'est une sorte de manipulation. Enfin, c'est assez intelligent de sa part. Hein. Ouais. Alors l'autre vidéo qui m'avait choqué, je pourrais aussi la mettre en lien. Enfin moi c'est une vidéo qui, à chaque fois que je la vois, je suis sidéré. C'était un jour où U2 s'était amusé à se déguiser, enfin entre guillemets, c'est un petit peu, ils étaient pas très reconnaissables, on va dire. Ils avaient mis des chapeaux, des lunettes, et ils s'étaient amusés à jouer un morceau de musique dans le métro à New York. Et c'était pour une émission de télévision. Donc il y avait quelques caméras, mais des caméras, des téléphones pour pas mettre trop la lumière sur eux. Et donc on les voit jouer, et la plupart des gens, ils s'en foutent au début, ils calculent pas, voilà. Et c'est là qu'on voit que finalement les compétences, parce que ils jouaient du U2, ils le jouaient forcément très bien puisque c'était eux, mais personne ne les calculait. Et à partir du moment où là l'animateur a dit ouais ça y est c'est bon c'est U2, c'est Bono. Donc Bono a enlevé ses lunettes et là on a vu que c'était lui. Donc tous les usagers du métro étaient hallucinés de se rendre compte qu'ils avaient un concert de U2 comme ça là en allant au boulot à 8h. Et donc ils jouent, donc il y a tout le monde autour d'eux qui crie, etc., qui sont contents. Et c'est une vidéo qui date pourtant. Elle a bien 10 ans cette vidéo, même plus que ça. Et il y a une femme, elle est sur son téléphone, elle filme Bono. Il y a Bono qui joue pour elle. En fait, il est là avec sa guitare, il joue. Et la femme, elle regarde son téléphone et elle est là, oh mon Dieu, je suis face à Bono. Elle regarde son téléphone alors qu'il est juste là à 1 mètre devant elle. Et quand on regarde cette vidéo, on se demande, mais pourquoi elle n'a pas rangé son téléphone pour profiter du moment avec Bono, chanter avec lui, danser avec lui, puisque de toute façon, il y avait des caméras partout. De toute façon, il y avait d'autres qui filmaient, etc. Eh bien non, c'était plus important de montrer à ses amis qu'elle était avec Bono plutôt que de vivre le moment avec lui. C'est quand même fascinant. Après, il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives. On ne sait pas ce qui s'est passé, elle, dans son esprit. Ça peut être de la pudeur, ça peut être de la sidération, de se dire « Waouh, j'ai cette présence-là ». Ça peut être aussi en se disant « Chouette, je vais pouvoir montrer ça à ses amis ». On ne sait pas trop. C'est sûrement multifactoriel, en fait. Il y a plusieurs contextes. Et parfois, il y a aussi des personnes qui n'osent pas... si elles idolâtrent une personne, n'osent pas aussi les regarder dans les yeux parce que c'est une forme de protection quoi. C'est pour maintenir le filtre entre moi et la star quoi.
Oui, ou ça peut être difficile d'oser regarder une personne qu'on imagine tellement lointaine. On ne sait pas vraiment ce qui est en jeu. Ou alors c'est tout simplement quelqu'un qui en a rien à faire et qui se dit chouette, je vais pouvoir montrer ça à mes amis et ça va me... Il y a un côté souvenir aussi. Quand on voit un artiste assez connu des temps modernes, Nekfeu, qui disait tout le temps dans ses paroles, il préfère filmer mes concerts plutôt que de les vivre. Oui. Parce qu'en fait, maintenant, quand on est en concert, même moi la première, quand je vais dans des festivals, je passe pas mon temps à filmer, mais je vais prendre une vidéo de chaque artiste. Parce que c'est un petit côté souvenir. Je sais que c'est moi qui ai pris la vidéo, je vais pouvoir regarder ça chez moi et pouvoir dire aussi aux gens, ah bah tu vois, j'ai vu ça, j'ai vu lui, c'était trop bien, écoute, la musique, elle était trop bien. Il n'y a pas que le truc de, ouais, je me la pète, machin et tout. C'est, je sais pas, c'est le petit truc souvenir aussi de le garder, quoi. Et puis ça rentre un peu, j'ai le sentiment qu'on est en train de rentrer dans un fonctionnement où on est tellement abreuvé d'informations qu'on a tendance à faire des captures d'écran, conserver des données, créer des liens. Et c'est une façon aussi de garder les informations dans la tête. C'est-à-dire que le cerveau, à un moment, il explose. Et on se crée un cerveau externe. D'accord. Et c'est pas tout le monde, pas tout le temps, pas sur tous les sujets, mais on a quand même de plus en plus tendance, j'ai l'impression, à faire ça. Il y a tellement d'informations. Je ne me souviendrai pas de la liste de tous les artistes que j'ai vus au festival. Alors qu'avec le téléphone, je peux me souvenir de tout ce que j'ai vu. Parce que tu regardes ces vidéos ? Ah bah de temps en temps, oui. Ah ouais. De temps en temps, on parle d'un artiste, je dis je l'ai vu en concert et tout, c'était trop bien, regarde sur scène, il est comme ça. Il y a un artiste, Bob Sinclair, qui l'a dit, parce que lui, c'est un DJ qui a commencé dans les années 90, et il explique dans une vidéo récente que dans les années 90, les gens vivaient le concert, ils étaient avec lui, ça chantait, ça dansait, etc. Et maintenant, il a des gens qui sont debout et qui le regardent derrière, au travers de leur téléphone. Donc c'est un petit peu ça, finalement, le paroxysme du personal branding, c'est qu'on arrive à créer des personnages comme ça que finalement les autres vont capter, mais sans chercher à créer des relations, quoi. Parce qu'il y a peu de ça avec les... Oui, ça passe de la communion à juste la consommation, en fait. C'est ça. Mais c'est peut-être aussi parce que les personnes qui viennent là ne sont pas forcément des personnes qui viennent fondamentalement pour la musique et pour la communion. Peut-être pour la star. Ouais. Du coup, le branding, il est peut-être pas bien calé. C'est-à-dire que si on crée une image d'une star, on va avoir des gens qui veulent une star. Si on crée une communication sur justement l'amour de la musique, de cette musique-là précisément, peut-être qu'on va avoir plus facilement des personnes. C'est peut-être juste une communication à modifier. Ça se travaille, le branding. Faut vraiment se creuser sur ce qu'on veut obtenir, parce qu'en fonction de ce qu'on présente, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Ouais. Il y a des artistes que je vais beaucoup plus filmer que d'autres. Par exemple, un exemple tout bête, Nicki Minaj. Je l'ai vu à ce festival-là. C'est musique, j'en ai rien à faire. C'est pas du tout mon style de musique. Mais j'ai été la voir parce que c'est Nicki Minaj. Donc j'ai filmé un peu parce que c'est Nicki Minaj. Et t'as filmé tout le concert ? Ah non, pas tout le concert, non. Parce que justement, j'ai fait des concerts quand j'étais un peu plus jeune, où j'avais tendance à... Comme si j'allais oublier ce que j'étais en train de vivre, donc fallait que je prenne en vidéo. Un petit peu ce truc-là. Et en fait, c'est vachement Nekfeu qui m'a fait réfléchir là-dessus. On ne les vit pas, en fait, parce qu'en fait, du coup, on veut cadrer l'image avec notre téléphone. Donc, on regarde le téléphone qui regarde le concert. Et en fait, maintenant, là, dans le festival, il y avait, je sais pas, j'ai dû voir 40 artistes sur 4 jours. J'ai pris une vidéo de chaque, une musique que j'aimais bien, mais pas tout le concert. Parce que déjà, à la fin, on finit avec un torticolis. Et puis, au final, on l'a pas vu, l'artiste. On l'a vu à travers son écran, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, quoi. Ok. Et donc, un peu ce que tu dis, Frédéric, c'est que, pour reprendre l'exemple de Madonna, le problème n'est pas son public, le problème c'est elle-même, puisque elle-même a créé cette image très instagrammable en quelque sorte, et que c'est de sa responsabilité si finalement son public est à ce point collé sur son téléphone. Pas que sa responsabilité, mais si elle l'utilise, c'est que ça l'intéresse aussi. C'est que cet aspect-là l'intéresse comme démultiplicateur de sa publicité. C'est ça. Donc, il y a Adèle qui est connue pour détester, elle le dit dans ses concerts, vous êtes là pour vivre un moment avec moi, pas pour filmer. Donc après, son public, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi accro au téléphone que peut être celui de Madonna ou Nicki Minaj, surtout, j'imagine. Mais sinon, il y a Coldplay. Et ils ont, eux, pour le coup, il y a une musique, je ne sais plus laquelle c'est. Ils préviennent le public, cette musique-là, on kiffe ensemble, on est bien ensemble, rangez vos téléphones
voilà, profiter de la musique. C'est sur une musique, il demande à son public, il supplie en quelque sorte son public. Là, voilà, cette musique, elle est importante, on en profite, vous rangez vos téléphones. Donc, il y a un travail assez à faire de ce point de vue. Oui, c'est assez respectueux. C'est-à-dire qu'à la fois, ça respecte certains désirs de certaines personnes du public, et à la fois, ils se respectent eux-mêmes en disant, moi, j'ai aussi envie d'avoir un moment de communion avec les personnes qui sont là. Donc, c'est bien, comme ça, c'est assez équilibré. Mm-hmm. Et justement, si on en vient au cas particulier, donc des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, certains peuvent être convaincus finalement de l'intérêt de se mettre en scène, entre guillemets, de se montrer. Alors on a vu qu'il faut faire attention, ça se réfléchit beaucoup parce que l'idée c'est de bien communiquer de façon à ne pas avoir le mauvais public ou donner le mauvais message. Enfin, du moins, avec le mauvais message, attraper le mauvais public. Et il faut rester authentique, c'est ce qu'on disait. Donc, il y a quand même des choses à surveiller. Mais au-delà de ça, ils peuvent être convaincus par tous les aspects positifs de cette démarche. Mais malgré tout, ce n'est pas facile. Et moi, en tant que photographe, j'ai souvent remarqué sur des mariages ou autres, il y a des personnes qui ont du mal vraiment avec la caméra, avec l'appareil, et pour qui c'est impossible vraiment de se montrer. Alors, c'est un comble sur les mariages parce que on filme à peu près tous les invités. En plus, on le fait pour le couple, c'est pas pour nous. Et il y a toujours 2-3 personnes, les tantes, des oncles, qui sont là, ah non, surtout pas, et qui sont obsédés par nous. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens, ils prennent leur café, leur cocktail, ils discutent avec les mariés, ils s'en foutent. Et puis il y a toujours quelques-uns qui nous regardent, qui nous surveillent, parce qu'ils ont, comme si on était un prédateur, et qui se tournent pour pas être pris en photo. Et des fois, je leur dis, mais vous savez, je vais passer plus de temps avec vous qu'avec les autres. Parce que les mariés me demandent des photos de leur famille, et je peux pas, en fait, ne pas vous prendre en photo. Vous faites partie des invités, vous faites partie des intimes des mariés, et ils veulent vous avoir en photo sur leur album. Ça reste une galerie privée. Donc, au final, je vais passer plus de temps avec vous. Donc, détendez-vous, ça va être plus simple, parce que je vais prendre ma photo, après, je partirai. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là qui ont ce problème-là ? Oui, mais là, tu parles à la conscience. Raisonnablement, ils savent bien que c'est que pour la famille et tout ça. Sauf que c'est pas la raison qui nous guide. C'est ce qu'il y a dans le fond, le subconscient, qui, lui, voit un danger, ou alors soit un danger d'être critiqué ou rejeté, ou vis-à-vis du regard de l'autre, soit tu vas toucher des parts de nous qui touchent l'amour de soi. Quand on n'aime pas une partie de soi, c'est horrible et c'est dangereux de la montrer. Alors pas consciemment, bien sûr, mais là, tu touches les zones profondes et ça, personne ne peut le juger. On n'est pas dans la tête de la personne. C'est le regard, l'image qu'on a sur soi physique, elle est dure, elle est très difficile. Soit parce qu'il y a des critères extérieurs qui disent c'est comme ci, c'est comme ça qu'il faut qu'on est bien, beau, tout ça. Soit tout simplement parce qu'il y a un regard déviant sur une partie de nous, physiquement, et on a tendance à mettre le focus, toujours dès qu'il y a un truc qui ne nous convient pas, on oublie, on occulte le reste, on ne voit plus que ça. Donc c'est difficile en fait de se voir. Et là, c'est marrant parce que, excuse-moi de t'avoir coupé, c'est marrant parce que moi j'interprétais les choses vraiment à l'opposé. Pour moi, c'était une question d'ego. Pour moi, j'avais cette idée que ces gens sont persuadés que leur image va compter pour les autres, alors qu'en réalité, on voit des millions d'images tous les jours presque, et que on ne fait pas attention aux images que l'on voit. Et j'avais cette sensation que c'était des gens qui se considéraient suffisamment importants pour imaginer que leur image allait avoir une conséquence, et que derrière l'écran, il allait y avoir des gens qui se préoccupaient d'eux. Tu vois, j'avais l'impression que c'est une question d'ego. Alors, ça peut être considéré comme l'ego qui va te protéger, c'est-à-dire la part de toi qui va te protéger de vivre des émotions négatives, des choses qui te font peur, des choses que tu n'aimes pas. Mais c'est pas qu'on est suffisamment important dans le monde de l'autre, c'est que c'est difficile pour soi, c'est émotionnel, et quand on ne s'aime pas ou quand on a une estime de soi qui est un peu fragile, on a tendance à être auto-centré, à penser qu'à soi. D'accord. Et toujours, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde entier tourne autour de soi, mais c'est pas qu'on se sent important, c'est que c'est tellement difficile pour nous de se voir, s'accepter, s'accueillir, qu'on a l'impression que tout le monde
va voir le défaut et c'est juste être auto-centré. D'accord. Ça va avec une estime de soi qui est un peu plus fragile ou un amour de soi, parce que c'est pas tout à fait la même chose. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Et en fait, il y a la confiance en soi qui correspond à la confiance qu'on a en notre capacité à faire quelque chose. Il y a l'estime de soi qui est la valeur qu'on se donne, intrinsèque, sans même le regard des autres. Et il y a l'amour de soi qui va toucher des parts que l'on n'aime pas en soi. Les parts, ce qu'on appelle les parts d'ombre, où là, il y a la honte, la culpabilité, ces trucs bien enfouis, et qui sont les plus difficiles à nettoyer. Et justement, qu'est-ce que ça dit de ces personnes-là, par exemple, pour les entrepreneurs, pour qu'on revienne un peu dans le sujet des entrepreneurs, qu'est-ce que ça dit d'eux, le fait qu'ils aient du mal à se montrer pour leur entreprise? Est-ce que c'est vraiment lié à un manque de confiance ou d'estime en soi? Oui, alors quand on dit qu'est-ce que ça dit d'eux, je pense que ça concerne tout le monde. Okay. C'est-à-dire qu'on a tous, à notre niveau, un regard, on porte de l'attention au regard de l'autre, tout le monde. Ouais. Juste, on va potentiellement être plus à l'aise avec notre environnement au bout d'un moment, par exemple en travaillant sur soi ou à force de se confronter. Du coup, on va augmenter nos challenges et on va déplacer le challenge et avoir des nouvelles personnes ou un nouveau contexte qui nous fait peur. En fait, c'est un chemin sans fin. Il n'y a pas de station terminus. On a toujours à travailler pour être de plus en plus à l'aise. Et effectivement, quelqu'un qui ne veut pas se montrer ou qui n'ose pas, qui n'est pas à l'aise avec ça, ça peut être soit une estime de soi qui est un peu fragile. Okay. Et encore une fois, fragile, ça veut dire qu'elle est toujours fragile, il n'y a pas de fin. Soit des croyances limitantes, c'est-à-dire un lien de cause à effet. Si je me montre, il va se passer ça de grave. Ou des injonctions ou des associations, ce qui rejoint un peu les croyances limitantes, mais de l'ordre de c'est prétentieux, c'est mal, il peut y avoir des valeurs qui ont été inculquées d'humilité, mais humilité, pas la vraie humilité, l'humilité au sens faut pas se montrer, c'est pas bien, c'est mal. Ok. Donc c'est plusieurs critères. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour travailler ça ? Si par exemple on a derrière nos écrans des gens qui se disent oui, je suis convaincu de l'intérêt pour mon entreprise ou même dans mon évolution professionnelle de me mettre un peu plus en avant, mais pourtant j'y arrive pas parce que j'ai ces blocages. Est-ce qu'il y a des exercices, des astuces qu'on peut appliquer? Alors déjà, j'aurais tendance à dire quand ces personnes-là, quand on n'est pas à l'aise à voir son image, on peut se poser la question de nous, quand on regarde quelqu'un, est-ce qu'on est en train d'ausculter tous les défauts? C'est-à-dire que pour qu'ils réalisent que en fait tout le monde s'en fout. On ne focalise pas sur comment sont les cheveux, les ceci, les cela. Et à la rigueur, si une personne passe son temps à nous ausculter, est-ce que fondamentalement cette personne nous intéresse? Est-ce que ça correspond à nos valeurs? C'est peut-être moins grave que cette personne-là le fasse parce qu'elle nous intéresse moins. Donc déjà, de se rendre compte que les autres ne voient pas ce que nous, on voit chez nous. Tout comme nous, on ne voit pas chez l'autre tous les défauts qu'il peut y avoir. La deuxième chose, c'est de s'entraîner. Ouais. Plus on s'entraîne, quitte à s'entraîner, à se filmer soi-même, et puis regarder ça, de montrer ça un petit peu à des personnes bienveillantes ou qui sont rassurantes, je sais pas, le mari ou la famille ou d'autres personnes, des inconnus, parce que parfois le montrer à son mari, c'est pas forcément. C'est limite plus dur. Ça peut être plus dur pour certains. Donc s'entraîner, parce que il y a aussi ce phénomène-là de s'habituer à voir son image. Donc ça, déjà, ça va nous faire être plus à l'aise, ça va augmenter la confiance en notre capacité à filmer, à faire des vidéos. Et ensuite, c'est tout le travail sur l'estime de soi. Le travail sur l'estime de soi, il se fait au-delà des modifications des perceptions, il se fait fondamentalement sur le fait d'aller voir tout ce que l'on a réussi à dépasser dans notre vie, tout ce qui a été challengeant et qu'on a fait, en mettant des preuves, que le cerveau ait des images bien concrètes, de façon à ce que petit à petit, ils se disent « Ah ouais, quand même, je suis tout ça. »
Et ça, c'est un travail ça peut se faire avec un cahier. On liste tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi, tout ce dont on est fier. Ce travail, il est vraiment intéressant pour le travail de l'estime de soi. Ce qui est difficile aussi, c'est que lorsqu'on est un consommateur des réseaux sociaux, on voit quantité de personnes qui sont plus beaux, plus talentueux, plus compétents, plus jeunes, plus riches. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on ne se sent pas légitime à se montrer parce qu'on est abreuvé d'images un peu parfaites et très esthétiques. Et toi, comment on fait pour prendre de la distance par rapport à ça ? Alors déjà, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit. C'est important de se connaître, soi, de voir ce qui compte pour soi, nos valeurs, là où sont nos fiertés. Parce que là où une personne réussit, entre guillemets, dans son monde, ses valeurs et tout ça, c'est pas forcément fondamentalement notre réussite à nous. Donc c'est bien de voir où est-ce que nous, on réussit. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est sur une vidéo et je sais pas, à 3 voitures de sport, c'est pas forcément ça qu'on veut fondamentalement. D'accord. Sauf si on cherche à avoir de la reconnaissance et à se faire briller, parce que soi-même, on n'est pas en capacité de se donner de la valeur. Mais là, dans ces cas-là, c'est un travail d'estime de soi. Et justement, ça me fait penser à quelque chose que je dis quelquefois à des personnes ou à moi-même, que je me dis des fois, c'est que si je ne l'ai pas fait, c'est qu'au fond, je ne le voulais pas tant que ça. Parce que, par exemple, on peut jalouser quelqu'un qui a 3 Ferrari, mais après tout, si à 40 ans, je ne les ai pas, les 3 Ferrari, c'est que je ne les voulais pas fondamentalement. Lui, il les voulait. C'est-à-dire qu'à 20 ans, il avait déjà cette obsession d'avoir ses Ferrari, et donc il a beaucoup sacrifié, il a beaucoup travaillé, peut-être ou pas, mais quand même quelquefois, pour les avoir. Il les a, mais moi aujourd'hui je le jalouse, mais finalement est-ce que je les voulais ? Finalement pas tant que ça. Il faut être, je pense, aligné avec ce que l'on est et ce que l'on veut vraiment. Je te donne un exemple très concret, c'est que j'ai beaucoup voyagé et j'ai souvent rencontré des gens me dire « Ah, t'as de la chance de voyager, c'est bien, machin, moi aussi j'aimerais bien voyager ». Et pour le coup je me suis quelquefois un petit peu agacé, je dis « Non, comment ça non ? Non, c'est pas une passion chez toi de voyager. Ah si, j'adore ça. Non !» Parce que voyager, ce n'est pas hors de ta portée. Le truc, c'est que tu as acheté une voiture qui te coûte 600 € de prêt par mois, tu as acheté une grande maison, etc. Tu as fait des choix qui ne te permettent pas aujourd'hui de voyager, mais moi, j'ai fait le choix de voyager au détriment d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison et tout ça. Et donc, ne me dis pas que j'ai de la chance et que toi, tu voudrais aussi, parce qu'en fait, c'est juste que tu n'as pas fait ces choix-là. Moi, j'en ai fait différents. Des différents, et je pense que c'est la même chose. Et quand on regarde des gens comme ça sur les réseaux sociaux, quand on jalouse leur vie, il faut avoir cette sincérité avec soi-même de se dire non, c'est pas ce que, même si aujourd'hui je trouve cool sa vie, mais au fond c'est pas ce que je voulais au fond de moi. Et c'est qu'il y a 2 choses en fait, il y a le résultat final et il y a le chemin pour y arriver. Ouais. Et là-dedans il y a nos valeurs qui vont nous guider vers ce qui nous anime, ce qui nous nourrit, et potentiellement, certaines personnes aimeraient bien avoir le résultat final, mais elles ne sont pas prêtes à faire le chemin pour y arriver. Ouais, c'est ça, ouais. Et on oublie souvent le chemin. On se dit « Waouh, il a de la chance !» On oublie que pour ça, ça a demandé des efforts, ça a demandé des priorisations, ça a demandé de divorcer de certaines choses. Donc, de passer pour un incompétent, de passer pour un nul au début, d'être ridicule au début, c'est ça. Par exemple. Ouais. Et du coup, tout ce chemin pour y arriver, les gens, ça leur correspond pas. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de se connaître et d'aller voir où est-ce qu'on va naturellement. Qu'est-ce qui nous motive naturellement ? Parce que là, c'est facile. Là, le chemin, il est facile. Ouais, c'est vrai. Bien évidemment, si on n'a pas envie de passer du temps à faire sa valise, si on n'a pas envie de s'éloigner de sa famille, si on n'a pas envie de effectivement prioriser un montant économisé pour voyager et du coup au détriment de la voiture ou autre, on va pas le faire. Le cerveau en général, il nourrit nos valeurs. Et en plus, le comble, c'est que sans même s'en rendre compte, on peut se retrouver celui qui a jalousé celui qui voyage, mais aussi celui qui a la belle voiture, et aussi celui qui a, un beau physique, celui qui est musclé, etc. En fait, on va jalouser chacun d'eux, alors qu'en fait, c'est strictement impossible d'atteindre d'avoir les mêmes vies que toutes ces personnes-là, parce qu'en fait, c'est à chaque fois des sacrifices différents. Donc c'est ça aussi, quoi. On s'en rend pas compte en réalité, quoi. Un jour, on va jalouser celui qui est très musclé, le lendemain, celui qui a la voiture, le lendemain, celui qui est très visible, etc. Mais c'est bête en réalité. Et puis les résultats, on les obtient pas comme ça. Non. C'est-à-dire que
il ne faut pas juste voir le résultat. Il faut se dire, tiens, est-ce que le chemin pour y arriver m'inspire ? Et en général, quand on a vraiment envie de quelque chose, quand on est aligné sur quelque chose qui vraiment nous inspire, on trouve des solutions. Enfin, en général, donc si on procrastine, si on ne fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Ça rejoint ce qu'on disait au dernier épisode. Ouais. C'est il y a juste quelque chose dans la façon de faire ou l'objectif final qui ne correspond pas. D'accord, très bien. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Ouais. Nora, est-ce que tu vois... Non, je suis en train de relire les questions, mais... Non, il y en a une qu'on n'a pas forcément abordée, la frontière entre la mise en valeur de notre personne et la manipulation, qui peut être très mince. Mais ça, au final, c'est cette question-là. Oui. Ouais. Mais en fait, on manipule tout le temps. Et c'est ce que j'allais dire. C'était... oui, ce que tu voulais dire, c'était les implications morales. À partir du moment où on se met en scène, est-ce qu'on n'est pas tenté quelquefois d'être dans le faux, de jouer un rôle parce qu'on voit que ça fonctionne et finalement on tombe là, pour le coup, dans la manipulation, comme le dit tout à fait Nora. En fait, tout dépend de l'objectif pour lequel on le fait. Si l'objectif, c'est de servir les gens et d'apporter de la valeur, potentiellement, stratégiquement, pour leur apporter plus de valeur, jouer un petit peu un rôle, un personnage, pourquoi pas ? Si c'est dans les attentes des personnes et que c'est pas trop contre soi. Mais on manipule tout le temps, en fait. Ouais. Depuis qu'on est bébé, on fait que ça. Les enfants, ils font que ça. Et même dans toutes les relations. Si, par contre, c'est pour obtenir soi quelque chose au détriment de l'autre, ben là, effectivement... c'est pour ça que plus on est à l'aise avec soi-même, moins on a le focus tourné vers soi et plus on est en capacité de... juste avoir de l'élan à apporter de la valeur à l'autre. D'accord, très bien. Bon, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Nora ? On a fait le tour sur le personal branding, Ouais, c'était un bon sujet. Plein de choses à dire, mais encore... Oui, mais je pense qu'on a déjà pas mal travaillé le sujet. Et puis, l'idée, c'est de lancer des pistes de réflexion. Et rien ne nous empêchera de revenir un petit peu sur le sujet un peu plus tard, si besoin. N'est-ce pas, avec Frédéric ? plaisir. Donc voilà pour cet épisode dédié au personal branding avec notre cher Frédéric Pazinski. On te remercie chaudement. Et de rien. Donc c'était le deuxième épisode avec Frédéric et quelque chose me dit que tu reviendras pour nous parler du stress. Et j'aimerais bien en parler. Est-ce que ça te dirait de revenir pour en parler ? Avec plaisir. Bon bah écoute. Dès qu'on te parle du mental, j'adore. Très bien. Bon bah écoutez. À bientôt. Au revoir.